Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va essayer d'entamer un nouveau chapitre. C'est les pathologies du système respiratoire des ruminants. Donc on va toucher un petit peu au système respiratoire. Quand on parle de système respiratoire, c'est-à-dire c'est l'arbre respiratoire en totalité. Ce n'est pas uniquement les poumons et les bronchopneumonies. D'accord? Donc, de quoi est constitué le système respiratoire chez un ruminant? Ninibda. Très bien. Très bien. Alors, le système respiratoire chez les ruminants, il est subdivisé en deux. Superficiel et profond. Aérien et non aérien. Alors, n'oubliez pas que les animaux sont en quadripède. Et donc, il n'y a pas de supérieur et inférieur. Ça, chez les humains. Chez les animaux, on parle de système respiratoire antérieur et système respiratoire postérieur. D'accord? Alors, de quoi est constitué le système respiratoire antérieur? On يبدا ويحبس. يبدا من les nasaux, يبدا les cavités nasales, وين يحبس في la trachée. Le système respiratoire postérieur, les branches. Donc, par analogie, on parle directement, يبدا les poumons. D'accord? Donc, quand on va parler du système respiratoire postérieur, c'est les poumons. Alors, quelles sont les pathologies qui sont rencontrées au niveau des deux systèmes? Système antérieur et le système postérieur. Chauffe. Allez, je dirais comme supérieur. Alors, en analogie avec l'humain. Par analogie avec l'humain. Mais on parle surtout de antérieur et de postérieur. Bon, il y a des ouvrages qui parlent de supérieur et d'inférieur. Par analogie à l'arbre respiratoire chez l'humain. Mais je préfère toujours, chez les animaux, c'est l'antérieur et le postérieur. D'accord? C'est l'antérieur et le postérieur. Alors, on commence généralement par les choses les plus simples. Quelles sont les choses les plus simples qui peuvent entraîner des problèmes au niveau de la cavité nasale? Ce sont les traumatismes, les corps étrangers, les fractures des cavités nasales. Alors, fractures, traumatisme et les corps étrangers au niveau des cavités nasales. Alors, on commence par les corps étrangers. Chez les bovins, c'est très fréquent par rapport aux équidés, par rapport aux ruminants, petits ruminants. Pourquoi chez les bovins, c'est très fréquent de retrouver des corps étrangers intranasales? C'est dû au caractère agressif de la préhension chez la vache. Je te la vache qui fait t'écoule. Et donc, automatiquement, il peut y avoir des brins, des épillés, des corps étrangers qui peuvent s'introduire au niveau des cavités nasales. C'est très fréquent de retrouver ces corps étrangers à l'intérieur des cavités nasales. D'accord? Donc, plus grande susceptibilité des bovins liée à leur comportement alimentaire assez agressif. Ok? Par contre, chez les petits ruminants, il y a les lèvres, d'accord? L'agressivité, c'est surtout le bugran. C'est les vaches. Et donc, suite à cette agressivité dans l'alimentation, tous les corps étrangers qui peuvent se retrouver près ou là à l'intérieur de l'alimentation peuvent s'introduire au niveau des cavités nasales. D'accord? Ça, c'est pour le corps étranger. Pour le trauma et les fractures, les combats entre animaux, c'est surtout les petits ruminants. وحنا نزيدو نصفقوا لهم ونبعثوا الاولاد. Ça c'est faux, hein. Ça c'est faux. كيفاش ماشي مدورين تاع باش نديروا الكومبا. الوغ لا هذوك اللي يديروها حرفه تاع الكبار هذوك à proscrire. D'accord? Donc les combats entre animaux et accidents lors d'une mauvaise contention. وهنا mauvaise contention, شكون هو؟ petit ruminant ou la grande ou la vache? Vache, suite à l'utilisation de quoi? De la pince-mouchette. Donc, pince-mouchette, avec force. Non, ce n'est pas une force. D'accord? Et actuellement, avec la présence de moyens de contention plus douces, c'est les couloirs, c'est les cornadis, c'est, d'accord? On a tendance à ne plus utiliser de pince-mouchette. C'est comme le tourner chez les équidés. C'est à proscrire, classe. D'accord? Donc, accident lors d'une mauvaise contention, surtout chez les ruminants, chez la vache, après l'utilisation de la pince mouchette ou bien d'une contention, donc les cavités nasales. D'accord?
Alors, sur le plan symptomatologique, comment reconnaître lors de la symptomatologie qu'il s'agit d'un problème de corps étranger ou de fracture ou de traumatisme au niveau de la cavité nasale? Première des choses, c'est le tremblement de la tête. Alors, il est dû à quoi ce tremblement de la tête? Très bien, c'est un gène. Mais يروحش بالكم بعيد vers les problèmes nerveux. D'accord? Tremblement de la tête parce que ça gêne. D'accord? Ça gêne. Donc, suite à ce gêne, l'animal, il présente des secousses au niveau de la tête. D'accord? Donc, ما يروحش عقلكم بعيد vers le nerveux. Donc, tremblement de la tête. Le cornage. Alors, c'est quoi le cornage? C'est des bruits pathologiques qui sont dus à quoi? Non, qui sont dus à quoi, le cornage, en général? Voilà, c'est l'obstruction des voies aériennes. Suite à l'obstruction des voies aériennes. En bas, ça dépend. L'obstacle, il se situe à quel niveau? Au niveau de l'arbre branché, au niveau de l'arbre respiratoire. Là, on va parler de cornage nasal. Qu'il soit suite à des corps étrangers, soit traumatisme et fracture. Parce que le premier, c'est une obstruction mécanique par le corps étranger et qui va entretenir un système inflammatoire et un phénomène inflammatoire qui va se dérouler au niveau des cavités nasales. Le deuxième, c'est la fracture, ou là, c'est le traumatisme et donc c'est l'inflammation. Et dans tous les cas, nous allons avoir un rétrécissement des voies aériennes antérieures, nasales. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver هذا هو الكورناج. C'est bon? Saha. Éternuement, la peste. C'est un réflexe. Suite à quoi? Suite à la stimulation de la muqueuse pituitaire et de la muqueuse nasale. Automatiquement. Si vous mettez quelque chose à l'intérieur de, la première des choses, c'est l'éternuement. D'accord? L'éternuement. Léchage fréquent du nez. En réponse à l'irritation. En réponse soit à l'irritation, soit à l'inflammation, soit l'animal essaye d'extraire ce corps étranger. Là, c'est un signe que vous allez retrouver chez qui? Petit ou la grand ruminant? C'est le grand ruminant, surtout la vache. Et elle essaye à chaque fois. Et vous allez remarquer aussi que quand il s'agit de corps étranger unilatéral, c'est la partie où le corps étranger se situe. Et donc, elle va essayer de faire le maximum pour extraire, où là, c'est le léchage fréquent du nez. Débit aérien diminué du côté atteint, c'est tout à fait normal, à lèche, parce qu'il y a eu un rétrécissement. Et donc, si le rétrécissement, vous allez mettre la main du côté atteint. Et vous allez comparer entre le côté sain et le côté atteint. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Que le débit aérien, surtout à l'expiration, il diminue lorsqu'il s'agit de corps étrangers, de traumatisme ou de fracture. D'accord? Le jetage séreux, mucopurulent ou hémorragique. Alors, le jetage, c'est quoi? C'est un écoulement pathologique d'origine nasale. Le jetage. Dès qu'on parle de jetage, c'est la cavité nasale. Uniquement nasale. Le jetage, non, c'est l'épistaxis. C'est le sang. D'accord? Dès que la production de mucus est d'origine nasale, on parle de jetage. Ok? Alors, dans un premier temps, pourquoi le jetage est séreux? L'inflammation. C'est le début de l'inflammation. Mucopurulent, c'est la surinfection. Et donc, en examinant un petit peu le jetage, vous avez une idée sur l'évolution et la durée de cette pathologie. Si vous retrouvez un jetage mucopurulent, suite à ce corps étranger ou la fracture, ça veut dire que ça date d'au moins 4 jours, 5 jours, chez une semaine. Sinon, vous allez retrouver de l'hémorragie. Et donc, c'est des lésions, soit traumatiques, soit inflammatoires, dues à des lésions au niveau des capillaires de la muqueuse nasale. L'odeur nauséabonde, c'est surtout ces bois les corps étrangers.
D'ailleurs, chez l'humain, ça existe, Hadia. Les petits, les enfants, ils ont une manie de faire introduire des corps étrangers au niveau des naseaux. Mais ça, des bouts de papier, d'accord? Et donc la maman, généralement, elle ne s'aperçoit pas. Quand il y a une odeur, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? On va تبدا تخمم في الدراجم تبدا تخمم في les dents ما يجيهاش même pas في راسها باللي كاين باللي à l'intérieur des cavités nasales. D'accord? Donc l'odeur nauséabonde, c'est une odeur qui est due à la surinfection, surtout et l'intervention des bactéries pyogènes, parce que les capacités de produire un peu nauséabond. D'accord? Donc voilà le tableau clinique d'une atteinte, soit par corps étranger, soit par traumatisme ou fracture des cavités nasales. Cavités nasales. Alors, la plupart des corps étrangers peuvent être visualisés lors d'un examen attentif des cavités nasales. Donc, généralement, chez les grands ruminants, on n'a pas besoin d'endoscopie, on n'a pas besoin de laryngoscopie, c'est-à-dire de matériel. Dès qu'on ouvre la cavité nasale, une source lumineuse, le corps étranger peut être visualisé facilement. Parfois, l'endoscopie est indispensable lorsque le corps étranger, il se situe très profondément au niveau de la cavité nasale. Là, une endoscopie, où là, on utilise généralement l'otoscope. L'otoscope, l'instamlo pour les oreilles. Donc, on peut l'utiliser au niveau des cavités nasales, puisqu'il y a une source lumineuse, ou une loupe, on peut visualiser la muqueuse. D'accord? Là, c'est surtout pour différencier entre le corps étranger, les fractures et les traumatismes. Si on est devant un cas de corps étranger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'extraire. Mais si on est devant un cas de fracture, on est devant un cas de traumatisme, on n'a rien à faire, on va laisser la lésion se cicatriser au hadha. Ok? D'accord. Donc, pour les traumas et les fractures, il y a d'autres signes qui vont se rajouter. Donc, les signes, les shfnahum hadouma, c'est surtout pour les corps étrangers. Pour les traumas et les fractures, comme signe en plus, nous avons le gonflement de la face qui est dû à quoi? Dû à l'inflammation. Et donc, s'il y a une inflammation, il y a une turgescence des tissus de la cavité nasale. Donc, on a l'impression, généralement, qu'il chauffe, d'accord? Il y a même l'orbite, ça arrive même des fois au niveau de l'œil. Donc, gonflement de la face, emphysème sous-cutané. Alors, l'emphysème sous-cutané, il est dû à quoi? Infiltration d'air au niveau du tissu périnasal. Comment reconnaître un emphysème? Crépitement à la palpation. Palpation, pression. Donc, on a des crépitements. D'accord? Obstruction du débit aérien. Carrément, ce n'est pas une diminution du débit, mais c'est une obstruction. D'accord? C'est comme si que l'animal respirait d'un seul côté, uniquement. Lorsqu'il s'agit de traumatisme unilatéral. Le problème, c'est quand il s'agit de traumatisme bilatéral. Et là, on arrive à des asphyxies où il faut intervenir très rapidement. D'accord? Le cornage, la même chose. L'épistaxis, c'est la sortie du sang par la cavité nasale. Infection secondaire, qu'est-ce qu'on aura? On aura un jetage mucopurulent et odeur fétide. Donc, qu'est-ce qui caractérise le trauma et les fractures? C'est surtout les premiers, le gonflement et l'emphysème sous-cutané. Dès que vous arrivez et vous trouvez une augmentation de la taille avec emphysème, là vous êtes plus vers le traumatisme et les fractures que le corps étranger. Alors, maintenant, quels sont les diagnostics différentiels? Avec quoi on peut faire la différence entre quelles pathologies? Première pathologie,
c'est les granulomes mycosiques. Alors, les granulomes mycosiques, c'est quoi? Mycosique, il vient d'où? Champignons. Alors, il y a des champignons spéciaux, surtout de la vache. Il y a des champignons qui forment des granulomes. Et c'est des granulomes intranasales. Ça veut dire, c'est des excroissances sur le chou-fleur. D'accord? Sur la habbata à chou-fleur. Sur la habbata à chou-fleur. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des granulomes qui vont se développer au niveau des cavités nasales. Et ils vont donner le même tableau clinique que le corps étranger. Là, qu'est-ce qui va nous orienter? C'est la visualisation de ces granulomes mycosiques. Première, nous avons les rhinites atopiques. Je connais les rhinites atopiques. Les allergies. Très bien. Et les allergies, généralement, ils connaissent le caractère bilatéral. Ça veut dire que l'inflammation de la muqueuse nasale, elle est bilatérale. D'accord? Qu'est-ce qui va caractériser? Où est le signe? Où est le signe? On peut confondre le jetage. Alors, il est comment dans ce cas? Il est séreux en cas de surinfection. Parce que la rhinite allergique, la rhinite atopique peut être compliquée. Alors, comment on va faire la différence? Présence de corps étranger, présence de fracture, makanj. Donc, nous les cavités nasales, le caractère bilatéral, nous l'inflammation et l'anamnèse. Les rhinites atopiques, ils sont dus à quoi? Des allergènes. Donc, on va rechercher un petit peu la présence d'allergènes dans le milieu environnant de cette vache. Mais c'est surtout les caractères bilatéraux avec jetage et des signes secondaires aussi. La rhinite atopique, elle est suivie de quoi? De conjonctivite atopique. Et donc, on va avoir rhinite, conjonctivite. Alors que le corps étranger, qu'est-ce que la conjonctivite? OK? Donc, voilà comment vous êtes un petit peu orienté vers le diagnostic. OK? Alors, les tumeurs ont une évolution très lente. Et donc, l'historique va nous orienter vers un processus qui a évolué depuis longtemps. Je qui met les traumatismes. Redwa. Après le traumatisme, ça va. Non. C'est une évolution très lente. Donc, on a une évolution qui va durer dans le temps. Premièrement. Et deuxièmement, la visualisation de ces masses. À un certain moment, on a le même tableau clinique que le corps étranger. Cornage, obstruction et diminution du débit aérien du côté atteint, Zédo, qui a des éternuements automatiques. C'est une tumeur qui va se développer au niveau de la muqueuse pituitaire. Automatiquement, il y a des éternuements. On peut avoir un jetage après la surinfection, mucopurulent, séreux au départ. D'accord? Mais c'est surtout l'évolution. C'est pas rapide. C'est pas quelque chose qui a duré une journée, ou là une demi-journée, ou là il n'y a pas d'historique de traumatisme. D'accord? Donc c'est quelque chose qui s'est développé petit à petit, plus la visualisation, soit à l'œil nu, soit avec l'endoscopie. D'accord? L'actinobacillose ou actinomycose nasale, ce sont deux pathologies essentielles des voies respiratoires et des voies digestives supérieures. L'actinomycose et l'actinobacillose. D'accord? Les plus de détails, je vous invite à revoir les vidéos théoriques sur les voies digestives supérieures. J'ai bien détaillé l'actinobacillose et l'actinomycose. Grosso modo, l'actinobacillose et l'actinomycose, ce sont des granulomes qui se développent. L'actinobacillose touche généralement les tissus mous. L'actinomycose touche les tissus durs. Lors d'une actinobacillose nasale, je connais le tissu qui est atteint, c'est la muqueuse. Lors d'une actinomycose nasale, c'est l'os nasal qui est touché. On va avoir une déformation. D'ailleurs, comme un cas de brebis avec une actinomycose nasale. Je te vois, la ferme expérimentale. Donc, actinobacillose ou actinomycose nasale, c'est surtout l'aspect de la lésion qui va être différent. OK? Alors, pour l'actinobacillose, nous avons un autre moyen pour différencier.
c'est le diagnostic thérapeutique. L'actinobacillose répond très bien à l'iodure de sodium. Donc, on utilise l'iodure de sodium par voie intraveineuse si, au bout de 2-3 jours, disparition de la lésion, on était sur une actinobacillose. D'accord? On peut avoir les mêmes lésions au niveau maxillaire, chose qu'on ne rencontre pas lors d'un corps étranger, lors d'une rhinite ou lors d'un problème de fracture et de traumatisme. D'accord? Et le dernier, le fameux Ostrus ovis. Agent de quoi? De l'ostrose, chez les petits ruminants. D'accord? C'est une larve qui se développe au niveau et donc qui peut sortir par voie nasale, qui peut s'infecter, se surinfecter, et elle va donner le même tableau clinique que les corps étrangers et les fractures et les traumatismes. واش ما كاش في l'ostrus, enflement ما كاش, emphysème sous-cutané ما كاش, zédo, pistaxis si peu. كاينه حاجات elle nous oriente vers l'ostrus direct. L'ostrus ce n'est pas le tournis. يسموه le faux tournis, mais ما عنده حتى علاقه بلو tournis. L'animal ne tourne pas, il secoue la tête. À l'occasion d'un des éternuements, il y a rejet de cette larve. Et on peut la voir. D'accord? Le tournis, c'est quoi? C'est la cénurose. Et la cénurose, ce sont des kystes qui se développent au niveau cérébral. La nasale. Ok? Hada, c'est Ostrus ovis. Et donc, la visualisation de cette larve, elle nous indique directement qu'il y a un problème d'ostrus. Sinon, le diagnostic thérapeutique. Un antiparasitaire. L'utilisation d'antiparasitaires spécifiques pour les oeufs va les tuer et donc automatiquement, l'animal va guérir de cette pathologie. Et là, on va dire que effectivement, il s'agissait d'ostrus. D'accord? Mais avant ça, déjà la visualisation de la larve, c'est kféna. Ok? Alors, ça c'est pour les corps étrangers. Pour les traumas et les fractures, nous avons les morsures de serpent. Alors, les morsures de serpent, les fractures et les traumatismes. Ils sont fréquents, hein, les morsures de serpent. Alors, que va faire la morsure de serpent au niveau de la face? Le venin de serpent, il est considéré comme quoi? Comme allergène. Et donc, on va avoir une réaction anaphylactique tout autour de la cavité nasale. D'accord? Comment reconnaître qu'il s'agit effectivement d'une morsure de serpent? On va retrouver les signes de la morsure. Oula, il connaît l'éleveur, chef, généralement il chauffe. Il dit que عضها حنش ولا قرصها حنش. D'accord? Donc, les morsures de serpent, l'actinomycose et l'actinobacillose, vers les pathologies, ce sont des granulomes, donc avec enflement et déformation de la face. D'accord? Nous avons aussi les phlegments. Je nomme les phlegments. Très bien. Quelle est la différence entre l'abcès et le phlegmon? Très bien. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un abcès et un phlegmon? C'est la présence ou l'absence de la membrane pyogène, ou là la coquille pyogène. Pour l'abcès, c'est un phénomène circonscrit, entouré par une coque. Le phlegmon, il est diffus. Et donc, dans ce cas, on peut avoir un phlegmon périnasal qui va donner la même symptomatologie que les fractures, parce que le phlegmon, surtout s'il s'agit de bactéries gazogènes. L'enflement et l'emphysème sous-cutané. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu comment il faut procéder pour faire un diagnostic différentiel. Alors, sur le plan pronostic, il est généralement bon, quelle que soit la pathologie. C'est-à-dire les corps étrangers, on les retire avec un traitement généralement local, c'est largement suffisant. Pour les fractures et les traumatismes, kiff kiff. Ce sont des régions où la coaptation entre les deux, s'il n'y a pas de séparation, généralement la fracture, elle va toucher l'os nasal et l'os nasal, il est compacté. Et donc la cicatrisation, elle va se dérouler normalement. Là, le rôle de c'est éviter la surinfection par l'utilisation des antibiotiques. D'ailleurs, on va le voir. Alors, pour le traitement, donc le retrait du corps étranger, pour prévenir l'infection de la fracture ou la sinusite, on utilise donc des antibiotiques, on utilise des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soulager la douleur,
le gonflement et le cornage. Donc, on utilise généralement la flunixine méglumine à 0,5 à 1,1 mg par kilogramme en IM, on l'a en IV. Donc, flunixine méglumine, elle est très intéressante. On va la retrouver plus souvent fait l'arbre respiratoire. Moi, personnellement, نحبها في les pathologies respiratoires. Elle est anti-inflammatoire, anti-agrégant, l'inflammation, elle minimise les problèmes de tsunami de cytokines, qui est responsable, on va le voir, les bronchopneumonies. D'ailleurs, le Covid, qu'est-ce qui a tué? C'est l'orage, c'est le tsunami des cytokines. C'est-à-dire, c'est l'inflammation et la réponse immunitaire qui a été très, très sévère. D'accord? Donc, retrait du corps étranger, utilisation des antibiotiques, utilisation des AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdes. Ça. On passe à autre chose. On passe aux sinusite. Alors, c'est quoi la sinusite? Inflammation des sinus. Alors, combien de sinus existent chez les ruminants? Alors, combien de sinus? Frontal. Umbat. هذا وش يسمى? Sinus, c'est le sinus maxillaire. Zédo, salam alaikum. Donc 2, c'est 4. Bilatéral. OK? Donc les sinusites peuvent toucher les sinus frontales et les sinus maxillaires. D'accord? Alors, plus fréquent chez les bovins que chez les petits ruminants. Alèche, les cavités akbar. Alors, pourquoi c'est très fréquent chez les bovins que chez les petits ruminants? Plus fréquent chez les bovins que chez les petits ruminants, car sinusite frontale qui fait suite à l'écornage des bovins. Alors que l'écornage des petits ruminants n'existe pas. Donc, l'écornage des petits ruminants, il est contre-indiqué. Qu'est-ce que l'écornage? Enlever les cornes. Alors, enlever les cornes. Le but de l'écornage, éviter les coups inter. Et c'est une protection pour le vétérinaire et l'éleveur, pour la manipulation. Certains éleveurs, ما يحبوش les cornages. يحبوا البقرة اللي تكون فيها القرون. علاه يقول لك باش نقدر نشدها. مازالت العقلية قديمة. ما على بالوش باللي بقرة بالقرون c'est 10 à 100 fois de robustesse. Subhanallah. Une vache avec des cornes, dès que les cornes sont taillées, تبرد. Comme si que c'est l'arme fatale. D'accord? Et donc les cornages, نحيو les cornes pour ne pas avoir de traumatisme les vaches elles-mêmes. Ou là, l'éleveur, ou là le vétérinaire, ou là l'intervenant. D'accord? Hadi awalan. Tenien, avec les nouveaux systèmes d'exploitation. Et surtout, les stabulations libres avec logette. Généralement, on fait ce qu'on appelle des cornadis. Et les cornadis, la vache peut introduire sa tête, les cornes vont la gêner. OK? Alors, l'écornage, il peut se faire à quel moment de la vie d'un veau ou d'une velle? Lorsqu'ils sont jeunes, on parle d'écornage fermé. Généralement, l'écornage fermé, il se fait à partir de la première semaine. Et on utilise des produits caustiques, la soude caustique, soit une pâte, soit c'est des crayons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on rase le pourtour, le bourgeon, et on applique ce crayon caustique ou là, cette pâte caustique. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir brûlure le bourgeon cornéal. Et donc, la corne ne va plus se développer. C'est l'idéal. C'est l'idéal. De la technique, on n'a pas de problème de sinusite. Mais imaginons, on l'a pas utilisé et le bourgeon là. Là, on est obligé de passer à l'écornage. Les défauts d'écornage, c'est que des fois, on rase les cornes à ras et on met à découvert les sinus frontales. Parce que donc, il faut l'image, les cornes sont en relation directe avec l'os frontal et les sinus. Et donc, quand on rase à ras, on fait découvrir les sinus et c'est une porte d'entrée pour les germes qui peuvent s'introduire au niveau des sinus et nous provoquer une sinusite frontale. D'accord? Chose les les petits ruminants, les moutons. Parce que les moutons, la compartimentalisation, les sinus frontales, d'accord? Donc, à la moindre infection, c'est une dispersion rapide des germes au niveau
du sinus et qui peuvent entraîner même des méningites par la suite. Donc on évite carrément les cornages chez les petits ruminants. Il est contre-indiqué. C'est la forte compartimentalisation des sinus frontales chez les petits ruminants. Alors, on peut avoir donc une sinusite, soit des sinus frontaux et maxillaires, qui sont plus souvent touchés. Les sinus frontaux suite à un écornage, les sinus maxillaires suite à une dent infectée. Supérieure ou l'inférieure? Là, supérieure kayen. Les incisives, les maquages. Mais les molaires et les prémolaires existent. Et donc, une prémolaire, une molaire, quand il y a une carie dentaire chez une vache, l'inflammation et l'extension des germes peut arriver jusqu'au maxillaire. Et donc, avoir quoi? Avoir une sinusite maxillaire. Donc, si vous avez une sinusite maxillaire, donc, nous voyons l'image تاعنا, ayez à l'esprit toujours de contrôler les dents. Pour les sinus frontales, les cornages directs. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on a eu ce problème? On peut avoir des sinusites frontales par traumatisme de corne. Et une vache ou un taurillon, c'est surtout les taurillons qui connaissent d'arbon binatom ou sur les chutes et les fractures de corne. On peut avoir comme complication une sinusite frontale. Mais la sinusite maxillaire, elle fait généralement suite à des caries dentaires. Alors, autre cause, extension d'une actinomycose ou d'une tumeur nasale sur les sinus. Là, c'est quoi? C'est l'actinomycose qui a touché dans un premier temps la cavité nasale. On bat par contiguïté, طلعت le sinus. Là, quel est le sinus qui va être touché? C'est le maxillaire surtout. Ou bien, l'extension d'une tumeur nasale. بدات tumeur nasale, on bat وين راحت le sinus maxillaire. D'accord? Ou bien, كما قلنا, les lésions des cornes, qui vont donner quoi? Une sinusite frontale. Tout ce qui est corne, c'est sinusite frontale. هايلك. شوفوا le sinus frontal وين جاي. شوفوا et le bourgeon de la corne. D'accord? Alors, imaginons que l'ablation de la corne, elle se fait à ce niveau. هنا بينا la partie cut, c'est-à-dire وين يصرى les cornages. Mais des fois, ils redonnent à l'animal ou là, on sait pas ou là نحبوا نزيدوا شوية من عندنا. On rapproche un petit peu l'axe de coupe, هنا. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va mettre à nu directement le sinus. D'accord? Et donc, sinusite frontale. On peut avoir aussi des sinusites maxillaires suite à des fractures de la face. Donc, quand il y a des fractures de la face, un traumatisme directement sous-orbitaire, il met à nu directement le sinus maxillaire. D'accord? Le frontal, c'est très dur. Généralement, même si le traumatisme kbir bzaf, il n'ouvre pas la cavité frontale. Mais là, plus ou moins, à l'aise, parce que en dessous des sinus, le maxillaire, il est lâche. Il n'est pas très dur comme le frontal. Et donc, toute fracture de la face, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre à nu, elle va ouvrir une porte vers le sinus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne suffit pas de traiter uniquement les fractures. Il faut penser que ces fractures peuvent donner des sinusites. Et donc, il faut se préparer pour cette éventualité. Mais si, par exemple, une fracture, c'est bon, nettoyer chouïa, et ça va rentrer dans l'ordre. Non. Ça va pas rentrer dans l'ordre parce que c'est une porte d'entrée des germes au niveau sinusal et là, vous devez prendre toutes vos dispositions. D'accord? Sinon, l'intervention de certains virus respiratoires, on va voir par la suite. Parmi ces virus respiratoires, nous avons virus de la FCM. Je connais la FCM. على بالي بلي تعرفوها بالاسم الدوزيام لو كنقولها لكم بالاسم الدوزيام تقولوا هذه هي. Alors FCM, c'est la fièvre catarrhale maligne, communément appelée coryza gangrène. Le coryza, tu sais le coryza? Il est dû à quel virus? Comment se fait la transmission de ce virus?
C'est très important de savoir l'épidémiologie de la pathologie. علاش vous êtes vétérinaire sur le terrain. Bien sûr, c'est pour bloquer. كما تعرفوش باللي الكوريزا gangréneux, il est transmis par, c'est pas une maladie vectorielle. Coryza a deux souches virales. Il y a une souche sauvage qui est transmise par les gnous. D'accord? C'est la souche sauvage. Bon, ça n'intéresse pas. C'est surtout le Sahara et les gnous. D'accord? Ok? Il y a une autre souche qui est transmise par qui? Par les ovins. C'est qui nous intéresse. Et c'est pour cette raison que, autant que vétérinaire, vous conseillez toujours la non-cohabitation entre ovins et bovins. Parce que les ovins, ce sont des porteurs sains de ce virus. Mais ils n'ont aucun signe. Mais ils peuvent transmettre le coryza aux bovins. Donc deux souches. Première souche sauvage transmise par les gnous. لحد الآن مازال sauf إلا جبنا les gnous عندنا في les parcs où ça devient une source de contamination. La deuxième souche qui est plus fréquente عندنا, c'est la souche ovine. Et la souche ovine, elle est transmise par les ovins qui sont des porteurs sains. D'accord? Coryza est un virus respiratoire antérieur, essentiellement. Il provoque une rhinite, conjonctivite et stomatite. Et mortel à 99,99%. Si vous avez un cas de coryza, n'essayez jamais de le traiter. C'est voué à l'échec au départ. Dieu merci, ce n'est pas une zoonose. Il n'y a pas de transmission directe. C'est-à-dire qu'un bovin atteint de coryza ne peut pas contaminer directement un autre bovin. Alhamdoulilah. Et c'est pour cette raison que le caractère sporadique, le caractère en zootique, il n'y a jamais d'épizootie de coryza. C'est des cas individuels, au niveau des étables. Mais je vous assure, en cas de coryza, n'essayez pas de traiter. C'est voué à l'échec. D'accord? هذه FCM. Alors, où je décale FCM fait les sinusites. Rhinite, extension. Très bien. Rhinite, extension vers le maxillaire, vers le sinus maxillaire. Et donc, comme complication de ces coryzas, qu'est-ce qu'on aura? On aura automatiquement une sinusite. La chose, les le coryza chez une autre espèce, je connais la poule. Coryza chez la poule, caractéristique par quoi? Par une sinusite infraorbitaire, maxillaire, les ruminants, comme avec conjonctivite et jetage. Ok? Hada, c'est le FCM, fièvre catarrhale maligne. À ne pas confondre avec la FCO. La FCO, je connais, fièvre catarrhale ovine. Classe. Deuxièmement, c'est l'IBR. Qu'est-ce l'IBR? Les rhinotrachéites infectieuses bovines. D'accord? La forme respiratoire. Parce que l'IBR, on a plusieurs formes. La forme qui nous intéresse, c'est la forme respiratoire. Généralement, les virus, au niveau, on va le voir lorsqu'on va traiter les bronchopneumonies. Les virus, pour l'arbre respiratoire, ils ont l'humidité. Et donc, une fois que l'humidité t'habite, les germes, ça profite, les canaux, ils vont prendre le dessus. Et c'est grâce à cette multiplication de germes qu'on va avoir des extensions de rhinite et de sinusite par la suite. D'accord? Et le PI3. Ce qu'on appelle le PI3, para-influenza de type 3. Ce sont des virus respiratoires, essentiellement chez l'adulte. Nous avons aussi le fameux Ostrus ovis. Alors, comment l'Ostrus ovis, c'est une très bonne question. Comment l'Ostrus ovis est-il capable d'entraîner une sinusite et quel type de sinusite? Très bien. C'est la capacité du larva migrans. Les parasites ont la capacité. C'est ce qu'on appelle la larva migrans. Les parasites n'ont pas de barrière. Ils ont l'arsenal pour pénétrer au niveau des tissus. Ils n'ont pas besoin de passer par le sang, par le tissu. Salam alaikum. On peut les retrouver au niveau de la cavité nasale, au niveau des sinus, et donc il n'y a pas de problème. Donc lors d'une pathologie à causée par Ostrus ovis, la migration TAO, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner
une inflammation. Par contiguïté, c'est l'inflammation des sinus. Dans ce cas, quels sont les sinus qui vont être touchés? Maxillaire. Non, surtout maxillaire. Parce que le frontal, la lame ethmoïde qui va un petit peu le gêner. C'est l'os. D'accord? Mais le sinus maxillaire, automatiquement, il peut entraîner des problèmes. Là, c'est la remarque qui a été faite. Ne pas écorner les petits ruminants parce qu'il y a un problème de compartimentalisation très importante de leur sinus. Alors, sur le plan symptomatologique, quels sont les symptômes d'une sinusite? Une sinusite frontale survenant après écornage peut se déclarer rapidement ou après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, j'attire votre attention. Vous arrivez au niveau d'un cas de sinusite. L'écornage, il s'est fait 2 mois auparavant. C'est trop. Ça ne peut pas être la cause de cette sinusite. Eh bien, le développement après écornage, il peut prendre des semaines ou plusieurs mois. Donc, à chaque fois que vous avez des problèmes de sinusite frontale, toujours pensez au problème d'écornage. Ou là, d'accident de la corne. Malgré que l'accident de la corne et l'écornage, c'est-à-dire la lésion, mais vous avez un développement d'une sinusite par la suite. Après plusieurs mois, après plusieurs semaines, directement pensez au problème d'écornage. D'accord? Alors, généralement, c'est un seul sinus qui est affecté. Donc, nous avons une sinusite unilatérale suite à l'écornage. Sauf là, c'est une chose très rare. Même pour les traumatismes, c'est très rare de voir un traumatisme bilatéral qui a les 2 cornes. D'accord? Généralement, le traumatisme, il se fait une seule corne. Mais qu'est-ce les 2 cornes en même temps? C'est pas possible. OK? Donc, généralement, un seul sinus qui est affecté, le plus souvent, la porte d'entrée est ouverte et laisse s'écouler du pus. D'accord? La porte d'entrée, c'est l'insertion de la corne. Là, l'insertion de la corne, qu'est-ce qu'on va? On va voir du pus qui va s'écouler. D'accord? Mais même, je vous dis, c'est très important, même s'il n'y a pas ce signe et le bourgeon, il s'est cicatrisé et vous avez un cas de sinusite, il faudra penser toujours à un défaut d'écornage ou là un traumatisme. D'accord? Alors, pour les signes non spécifiques, on a une fièvre qui est due à quoi? À une multiplication de germes. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir de l'hyperthermie avec anorexie et léthargie. C'est le 2 signes qui accompagnent généralement la fièvre. Anorexie et léthargie. Donc, anorexie et léthargie. Dans les sinus fermés, jetage uni ou bilatéral, léger cornage, diminution du débit aérien du côté atteint, odeur fétide. Alors, ça vous rappelle quoi? Les corps étrangers nasales. Comment vous allez faire la différence? La présence de corps étrangers. Zédo. Qu'il y a un signe pathognomonique des sinusites. C'est la déformation du sinus. L'inflammation et la déformation du sinus. D'accord? L'animal peut tenir sa tête dans une position bizarre, ou chez la position bizarrada, étendue vers le haut ou vers le bas. Penché du côté, avec parfois un regard louche, il peut montrer de l'appréhension lors de la manipulation de sa tête. C'est dû à quoi tout ça? C'est la douleur au niveau du maxillaire. C'est boudaïr hagda, soit penché, l'œil, fort le sinus, elle est toujours hagda. Allez, je crois un regard louche sur le mstol. D'accord? Un regard louche. Parce qu'il a de la douleur. Donc, la facialisation, et donc, on a l'impression qu'il a mal. Donc, il fait ça, il crispe, surtout le côté qui est atteint. Avec une augmentation de la taille du sinus. On peut le voir. Donc, une chauffe-fois. Il peut aussi frotter sa tête sur le sol. Alors, sur le sol, sur le mur, parce qu'il y a une irritation. D'accord? Dans les cas très chroniques, nous avons déformation des os frontaux, exophthalmie et les symptômes nerveux. Alors, elle est due à quoi les symptômes nerveux? C'est surtout pour les sinus frontaux, avec une extension. Chauffe les frontaux ou injayin. Chauffe. Brain. Alors, le brain, la partie, les méninges.
Et donc, on peut avoir une méningite. Et la méningite, elle est suivie automatiquement de signes nerveux. Donc, la déformation des os frontaux, exophthalmie et les symptômes nerveux lorsqu'il s'agit de sinusite frontale. Pour les sinusites maxillaires, donc le gonflement facial unilatéral avec jetage mucopurulent, parfois accompagné de cornage et de diminution du débit du côté atteint, un kyste sinusal peut parfois en être à l'origine, pas toujours une dent infectée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le maxillaire? Sinusite maxillaire. On pense 80% de quoi? 80% des dents. Mais il peut s'agir d'un kyste sinusal qui peut donner ce tableau clinique. Donc, si vous ouvrez la cavité buccale et vous ne trouvez pas de dents caries et pas d'anomalie de la dentition, pensez à un kyste sinusal. C'est un kyste qui se développe au niveau du sinus et il va donner automatiquement ces signes cliniques. D'accord? Alors, la percussion des sinus, sang et douleur, peut être d'une aide appréciable pour poser un diagnostic. Alors, la percussion, oui, non. Alors, d'après vous, le sang, il est comment? Tympanique, le physiologique, parce qu'il y a de l'air. Et donc, tympanique. Le pathologique, il devient subtympanique à submat. Mais il n'y a pas de mat. Mat, c'est creux. C'est haja pleine. D'accord? Il est subtympanique à submat. Il est dû à quoi? À accumulation de liquide. D'accord? Suite à l'inflammation, la sinusite. Et donc, si vous faites la percussion, c'est du tympanisme. Et là, en plus de ça, on peut provoquer la douleur. Donc, si on fait ça, l'animal va retirer. Et donc, là, on est sûr qu'il s'agit d'une sinusite. Alors, pour le traitement, on utilise la trépanation et le drainage. Où est la trépanation? C'est une ouverture au niveau du sinus. Généralement, on utilise le sinus frontal. On utilise un trépan. C'est quoi un trépan? Le trépan. Hafara. Ok? Bon, c'est un trépan manuel. Mais actuellement, on utilise le trépan avec chignol. C'est une ouverture. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le flushing. Donc, du sérum salé, bétadine, les antiseptiques, et on essaye de flusher le sinus. C'est une pratique très fréquente chez les équidés. Alors, chez les équidés, ou chez les ruminants. Parce que les ruminants, ils ont la moussothérapie. Je connais, c'est tout. La médecine des ruminants. Elle est économique. Mais la trépanation, donc on ouvre une petite brèche, une petite hague de au niveau de l'os frontal. Là, c'est le frontal. Regardez. Chauffe. C'est le maxillaire. D'accord? Chauffe l'extension vers l'œil. Chauffe l'inflammation. Très importante. Regardez. C'est une sinusite maxillaire. D'accord? Donc, la trépanation, là, c'est pour vous montrer un petit peu le trépan. Avec une autre sinusite frontale. Chauffe les cornages. Et là, chauffe la déformation qu'a le sinus par rapport à l'autre. Chauffe. Dès que vous faites la percussion, le tympanisme il disparaît. Remarquez la plaie de l'écornage. Alors, pour le traitement, donc trépanation et drainage. Les sinus frontaux des petits ruminants adultes sont excessivement compartimentalisés et pour cette raison, très difficiles à drainer. Chez les ruminants, évitez tout problème qui peut nous donner une sinusite frontale. Même la trépanation, c'est des chambres à l'intérieur. Le drainage il est très difficile. Donc, évitez les combats, il y a une corne qui va se casser. Tout ça, c'est une porte d'entrée pour la sinusite. Et si elle est frontale, automatiquement, la compartimentalisation ne va plus permettre le drainage. S'il n'y a pas de drainage, il y a une atteinte automatiquement des méninges. Et on a vu des cas, après combat, sinusite frontale,
c'est les signes nerveux et la mort juste après. Alors, les antibiotiques, choufou la durée de l'antibiothérapie, elle est de 10 à 14 jours. Ok? Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on utilise généralement la flunexine méglunine. D'accord? Alors, pour le pronostic, bon, si traitement précoce, وهذا هو اللي خصنا حنا toujours في الجزائر الحبيبة. Les interventions تاعنا sont toujours علاش؟ دوك نقول لكم علاش. Parce que l'éleveur, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que c'est une lésion. Alors يمشي يبدا يدير الزيت المحروقة كاين un remède اللي يديروه كامل les éleveurs تاعنا. C'est le marc de café. تلوى. شفتوا كي نلقموا القهوة كاين هذيك التلوى اللي تقعد. هذيك واش يديروا؟ يخلطوها مع شوية زيت ويديروا. Ils appliquent cataplastes. وقتاش يعيط للفيترينير كي يرقد ولا كي انوركسي هنا يفيق بلي كاين ان بروبليم généralement il appelle le vétérinaire tardivement وين تلحقوا نتوما vous n'avez rien à faire donc si le traitement est précoce il est bon réservé à mauvais d'un point de vue économique dans les cas chroniques شفتوا علاش d'un point de vue économique même la trépanation قبل ما ديروها خمو est-ce que l'animal hada a une valeur économique? Oui ou non? D'accord? Alors, prévention et contrôle, utilisez toujours un écornage fermé des bovins quand ils sont petits veaux. C'est la meilleure des méthodes. C'est le cornage fermé. Qui connaîtra l'utilisation les produits caustiques. On brûle le bourgeon carrément. Il n'y a pas ni sinusite ni ammar besoin. Alors, si écornage, lorsque l'os frontal est bien développé dans la corne, ne pas couper trop court, éviter les vents, la pluie et la poussière, lutter contre les mouches. قال يا ودي ما لحقناش به كان صغير ما عرفناش الطريقه هذه عيطوا لكم pour un écornage وين le bourgeon خرج qu'est-ce que vous allez faire donc ne coupez pas trop court اولا évitez les vents et la pluie et la poussière علاش واش دخل هذه ne faites jamais un écornage en dehors, la nature, parce que le vent va automatiquement envoyer les germes à l'intérieur des sinus. Donc les vents, la pluie, et donc la pluie, par ruissellement, elle rentre au niveau du sinus par la voie cornéenne, l'axe de coupe. Et نقدروا نغلطوا, d'accord, نقدروا نغلطوا. قال غلطنا معليش. Pour éviter le problème hadaya, il faut éviter de faire l'écornage en présence de vent, en présence de poussière et en présence de pluie. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent entraîner la pénétration des germes au niveau sinusal. Et lutter contre les mouches. Les mouches, des vecteurs animés ou inanimés. Animés, très bien, parce qu'ils bougeaient ou les mouches. D'accord? Alors ça, c'est pour le pronostic. Prochaine fois, on va entamer les maladies du pharynx. Classe, allez.